Prêt à vibrer autour de votre programme? OneXBet vous met dans le jeu. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Avec lui, les vérités s'énoncent crûment, sans détour, sans réserve. De ce qu'il oppose à ses anciens camarades de la gauche ivoirienne, au désaccord profond avec Pascal Affi-N'Guessan, de sa lecture sans concession du socialisme à ses prises de position sur la place de l'Afrique dans la diplomatie mondiale, rien n'échappe à son franc-parler. Notre invité ce soir, c'est le professeur Dagbo Godé-Pierre, socialiste assumé, professeur de relations internationales et d'économie politique, ancien vice-président du FPI, dont il a été évincé sans ménagement. Il nous dira pourquoi. Il revient sur donc son exclusion, ses rapports tendus avec Pascal Affi-N'Guessan, sa vision d'une démocratie exigeante, ses liens supposés avec le RHDP et surtout son analyse acérée du climat politique à 6 mois d'une présidentielle décisive. Un entretien sans faux semblant avec un homme qui n'élude rien. Professeur Dagbo Godé-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie pour cette occasion qui me permet de parler aux compatriotes. Absolument. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs et internautes de suivre ce portrait. Sans réserve, reçoit ce soir Pierre Dagbo Godé, professeur de sciences politiques à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est philosophe et avocat. Plusieurs diplômes à son actif. Diplômé de Harvard Kennedy School, il a un M2 en philosophie politique. Il a un doctorat en droit de l'université René Descartes, Paris 5, un master en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, et PhD in International Relations de l'Institut d'études stratégie de Paris. Notre invité est l'auteur de 5 ouvrages, La diplomatie africaine, théorie et pratique, Aristote, la politique et l'exercice du pouvoir, la liberté, œuvre poétique. Au plan politique, il est membre du FPI, le Front populaire ivoirien, ou ancien vice-président du Front populaire ivoirien FPI, Dagbo Godé-Pierre. Il avait été suspendu de toutes les instances de ce parti. Actuellement 3e adjoint au maire de la commune de Yopougon, l'ancien patron du CPC, le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire de 2001 à 2005, sera interrogé ce soir, sans réserve, par Ali Diarra-Souba. Professeur Dagbo Godé-Pierre, vous êtes politique, par ailleurs enseignant. Aujourd'hui, quelle est la fonction qui prend le dessus? Aujourd'hui, écoutez, j'écris mes livres, voilà, parce qu'à la base, je suis d'abord philosophe, donc voilà, philosophe, politologue, juriste et économiste. Enseignant de droit. Enseignant de droit et d'économie, etc. Donc voilà, aujourd'hui, écoutez, je suis quelqu'un de très organisé, donc j'ai réparti mon temps dans les 3x8, en 24 heures. Donc 8 heures pour faire le travail d'avocat que j'exerce en ce moment, quelques heures pour faire les cours à l'université et puis le reste du temps écrire les ouvrages que j'ai bien envie d'écrire. Ça fait plusieurs vies en une seule. Oui, mais bon, c'est un don. Il faut en profiter. Voilà, ce sont des talents que Dieu donne à chacun de nous et il faut les mettre à la disposition de ses frères et sœurs. Vous êtes enseignant en sciences politiques à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est ça. Est-ce que vous avez constaté, comme nous et bien d'observateurs, que les jeunes Ivoiriens sont déçus pour certains de la politique ivoirienne? Comment vous le comprenez? Ce n'est pas un fait nouveau. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est partout dans le monde. Il y a une désaffection de la jeunesse par rapport aux problèmes politiques. Et quelles sont les raisons? Oh, peut-être que ce sont des questions trop complexes. Ce sont des questions trop complexes. Les jeunes veulent vivre du concret. Ils pensent à leur avenir, ils veulent construire leur avenir. Mais la politique, c'est la gestion des affaires de la cité. Donc il y a du concret dans la politique. Oui, mais il y a beaucoup de démagogie aussi. Or, les jeunes veulent vivre du réel. Les jeunes ont besoin de s'épanouir. Voilà, donc mis l'un dans l'autre, c'est un constat mondial. C'est un constat mondial. Donc, il y a aujourd'hui d'autres préoccupations que la politique. Donc, les jeunes sont plus ou moins attirés par les arts, par le sport et par bien d'autres activités, le business, voilà, gagner sa vie dans un monde d'incertitude. Voilà, donc on comprend pourquoi très souvent, bon, ils ont tendance à se dire « Ah, la politique, c'est trop compliqué. Nous, on va faire ce qu'on peut faire pour gagner notre vie. » On va parler de l'avocat que vous êtes un peu plus loin dans cette émission, mais avant, parlons de l'enseignant de sciences politiques, de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny. Qu'est-ce que vous retenez de cette fonction? Est-ce que vous tirez plaisir à donner des cours aux jeunes? Dans quel état vous trouvez ces jeunes qui sont face à vous? Ce que je vais dire, c'est que nous avons une jeunesse motivée, contrairement à ce que l'on dit. Nous avons une jeunesse très motivée. C'est un métier passionnant. Hein. L'enseignement, c'est d'abord un sacerdoce.
C'est un sacerdoce, il faut aimer l'enseignement. Et les étudiants sont un peu la matière première des enseignants. Donc, on a le temps d'échanger avec eux, de grandir avec eux. Et quand on les voit plus tard dans la vie active, ça fait vraiment plaisir. Mais ce que je retiens, c'est que nos enfants, nos étudiants ont cette envie d'apprendre. La difficulté qu'on a dans l'environnement ivoirien, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens. Moyens aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants. Pour les étudiants, pour leur permettre de payer tout le matériel didactique, il y en a même qui n'ont même pas de logement. Imaginez-vous un jeune qui a eu le bac à Dieukou et qu'on oriente à l'université Félix Houphouët-Boigny qui ne sait même pas où dormir. Il y a tous ces problèmes matériels. Et puis, il y a aussi cette absence de renouvellement technologique de notre université. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas faire des études supérieures sans un ordinateur. Or, aujourd'hui, 80% de nos étudiants n'ont pas d'ordinateur. L'accès à Internet est très difficile dans certaines universités, en tout cas, où j'ai l'habitude de partir, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en Belgique ou en France, par exemple. L'Internet est gratuit sur le campus. Or, ici, en Côte d'Ivoire, l'Internet est limité, ne serait-ce que, en tout cas, à Cocody, c'est limité que dans le rôle de la présidente de l'université, voilà, de la présidente. Donc, il faut rendre ces choses-là accessibles. Et cela permettra de développer notre système éducatif. Mieux, au niveau des enseignants, toutes les revues scientifiques ne fonctionnent pas très bien. Donc les enseignants écrivent, ils font des articles, mais des articles qui sont méconnus parce qu'ils n'ont pas de possibilité pour d'être publiés. Donc il y a beaucoup de réformes à faire et j'ai vu récemment le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Diawara, visiter l'université de Harvard. Je pense qu'il en tirera les leçons pour donner un plus à d'autres universités. Comment l'universitaire que vous êtes avait accueilli la suspension des activités de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire? C'est une question... non, je ne vais pas y répondre parce que je suis l'avocat de la FESI. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, je suis lié par le secret professionnel. Très bien. Alors, pourquoi, selon vous, la plupart des jeunes Ivoiriens qui vous décrivent, d'ailleurs, on a posé la question à certains d'entre vos étudiants, ils vous décrivent comme un enseignant brillant, généreux. Généreux peut-être parce qu'il paraît que souvent vous glissez des billets de banque à la fin de vos cours, c'est vrai? Non, je les motive en fait. Quand je pose une question pertinente en plein cours, et puis j'attends une réponse qui ne vient pas, bon, mais je mets sur les tapis là, une récompense. Et très souvent, quand je mets la récompense, le résultat sort. Donc, on se connaît, on a ces relations d'amitié entre nous. En fait, c'est un peu pour rigoler, un peu ambiancer, comme on dit, de donner de l'ambiance dans le cours. Hein. Est-ce que, justement, vous avez déjà eu un retour de la perception des étudiants que vous formez sur la carrière de l'homme politique que vous êtes par ailleurs? Oui. Et qu'est-ce qui vous revient? Ils sont mitigés. Il y en a qui disent non, professeur, restez à l'université. Voilà, nous, on vous préfère à l'université. Sur la carrière purement politique, sur vos choix, notamment d'appartenir au pays. Oui, non. Vous n'avez pas de retour là-dessus? Si, quand même. Parce qu'ils nous ont fait quelques retours. Hein, oui, non, j'en sais quelque chose. Ils savent très bien que je suis un esprit indépendant. Je n'ai jamais cherché à influencer les étudiants dans leurs choix politiques. Que vous soyez PDCI, FPI, RDA ou PPAC, pour moi, c'est votre liberté. Il faut respecter le droit à la différence de chacun. Donc, je les encourage, mais je les encourage à être les meilleurs dans les partis politiques auxquels ils adhèrent. Et je leur dis, ne soyez pas des ramasseurs de chaises, soyez des leaders là où vous partez. Donc on rigole un peu dans ce sens. Hein. Votre actualité politique la plus récente, c'est votre sortie du FPI. C'est quoi votre principal désaccord avec le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan? Le non-respect de la parole donnée. Quelle parole? Vous ne pouvez pas signer un accord et puis pour des raisons qu'on ignore, vous le remettez en cause du jour au lendemain. Ça ne fait pas responsable. Il a avancé des raisons. Non, ces raisons ne sont pas pertinentes. Je vais vous le dire pourquoi. Pourquoi, dites-nous? Vous savez que le président de la République, c'est une institution. C'est une institution. On est bien d'accord. Donc vous ne pouvez pas signer un accord avec le président de la République et puis du jour au lendemain, parce que vous avez perdu une élection, vous dites que non, l'accord ne vaut plus rien. Ça ne fait pas sérieux. Pour vous, la seule raison valable, c'est la perte de l'élection législative du conseil régional du Moronou. C'est cela. C'est cela. Affi perd les élections dans le Moronou, il dit qu'il a été trahi par le RHDP. On lui demande, mais vous avez été trahi comment? Bon, il a donné des explications. Hein, c'est cela. Mais il sait très bien que ces explications n'ont pas convaincu plus d'un. Donc nous lui avons demandé, écoutez, dans ce cas de figure, on fait le bilan.
C'est-à-dire qu'on s'assoit sur une table avec le RHDP, nous faisons le bilan, et ce qui n'a pas marché, on l'améliore, et ce qui a marché, bon, mais c'est un acquis. C'est non. Alors, finalement, l'accord n'était plus un accord entre le FPI et le RHDP, c'était un accord entre Afi N'Guessan et peut-être le RHDP. Il ramène tout à sa personne. Et pour moi, tout accord, quelle qu'en soit la raison, mérite d'être respecté. Maintenant, quand on doit rompre le contrat, il faut quand même qu'il y ait des fondements solides pour la rupture. Ce qui n'a pas été le cas. Mais je ne veux plus parler d'Afi N'Guessan. Voilà. C'est pour cela que vous et certains autres amis qui avaient créé un courant de pensée au sein du FPI, vous estimez qu'il ne représente plus le parti? En tout cas... vous êtes un peu fort. Non, il ne représente plus le parti pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il a organisé un congrès au forceps. C'est-à-dire que le congrès qui était prévu à Abidjan, au palais de la culture, au palais des sports ici à Treichville, du jour au lendemain, il décide de faire le congrès à Yamoussoukro. Le lendemain, il suspend le président du comité d'organisation du congrès, qui était à l'époque le secrétaire général du parti, Issaka Sangaré. C'est-à-dire que c'est un peu tiré par les cheveux, ce congrès. Mais il y a eu quand même quelques milliers de militants. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Nous sommes 26 millions d'habitants, sinon 28 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Tout individu peut mobiliser 1000, 1500 personnes, 2000 personnes. C'est un peu, mais ce n'est pas cela l'objectif. Dans votre désir de contester ce congrès, est-ce que la justice vous a donné raison ou vous a-t-elle désavoué? Là, oui, j'ai été débouté par le tribunal en première instance. Mes avocats ont été commis pour interjeter appel. On verra par la suite. Mais ce n'est pas une priorité. Nous le faisons pour une question de principe. Parce que nous considérons aujourd'hui, quand on regarde le leadership d'Afi N'Guessan, c'est un leadership qui est perdu dans le marigot politique ivoirien. Pourquoi perdu? Mais parce que le FPI est totalement marginalisé. Tantôt il est avec Gbagbo, tantôt il est avec Simone Gbagbo. À la fin, on ne sait même plus où il se trouve. Alors, c'est ce qu'on ne voulait pas, justement. C'est ce qu'on ne voulait pas. Au jour d'aujourd'hui, vous regardez l'actualité politique ivoirienne, il est carrément hors jeu. Et il est hors jeu, et voilà pourquoi j'ai dit que dans cette émission, si vous pouvez m'épargner de parler de lui, ce serait une très bonne chose. Alors, 2 ans après, vous dites, vous et les autres membres du courant que vous avez créé au sein du FPI, vous dites que vous tenez à l'accord entre le FPI et le RHDP. Pourquoi? Pourquoi vous y tenez tant? Vous voyez, on n'est pas allé à ce partenariat au hasard. Ce partenariat a fait l'objet d'un grand débat. Très grand débat. Et ma position n'a jamais varié, parce qu'Afi l'a dit sur certains plateaux. J'ai été le premier à leur dire, un partenariat avec un parti aussi fort comme le RHDP, est-ce que vous mesurez les avantages et les inconvénients? Afi a été le premier à nous dire que le temps des idéologies est passé, que la politique aujourd'hui, comme il est dit en Côte d'Ivoire, c'est la seule appréciation des réalités du moment. OK, qu'à cela ne tienne, nous entrons dans le partenariat. À peine 6 mois, ils nous demandent de sortir du partenariat. Mais quand nous menons nous-mêmes, nous faisons nos investigations par la suite, on se rend compte que les raisons qu'il évoque n'étaient pas des raisons pertinentes. Vous ne pouvez pas, à Bongoanou, par exemple, au conseil régional du Moronou, voir le RHDP retirer son candidat et vous mettez un candidat contre la femme, la présidente des femmes du RHDP à Ara. Ça n'a pas de sens. Donc, mis l'un dans l'autre, ce sont ces ambiguïtés, ces errements en tant que leader qui ont fait qu'il a perdu. Donc, ce ne sont pas des raisons pertinentes pour rompre le partenariat. Notre partenariat reposait sur deux choses. La première chose, c'était la paix. La deuxième chose, la réconciliation entre les Ivoiriens. Est-ce qu'en se retirant du partenariat, il règle ces 2 questions? Nous disons non. Nous restons dans le partenariat pour préserver la paix en Côte d'Ivoire et ensuite pour amener les Ivoiriens à se réconcilier. Voilà un peu les raisons pour lesquelles nous sommes attachés à ce partenariat, parce qu'il faut éviter à la Côte d'Ivoire de retourner dans les vieux démons. On va en parler tout à l'heure. Vos détracteurs disent que vous êtes finalement un militant déguisé du parti au pouvoir, le RHDP. D'ailleurs, vous êtes 3e adjoint au maire de la commune de Yopougon, qui lui est RHDP, par ailleurs le président de l'Assemblée nationale. Comment vous réagissez finalement quand vous entendez ces critiques? Bon, je pense que je suis un peu habitué à cela, vous comprenez. D'abord, je vais vous raconter une anecdote. Je ne connaissais pas M. Adama Bictogo. Je ne l'avais jamais vu. Je pensais à son frère, qui était le président du Stella. Mais lui, Salif Bictogo, mais Adama, je ne le connaissais pas. C'est à l'occasion des élections municipales que je l'ai vu pour la première fois.
On a échangé quelque temps. Et puis bon, il a accepté qu'on forme la même liste FPI-RHDP. Et nous avons gagné les élections. Quand nous avons gagné, moi j'étais 15e sur la liste, c'est-à-dire qu'en principe, je vais au conseil municipal. Ce n'est que le jour de l'élection du maire, on était assis dans la salle. J'ai vu le maire Bictogo, c'est un homme très spontané, hein. Je l'ai vu saluer tout le monde. Il est venu, quand il m'a serré la main, il m'a tiré vers lui. Il dit, ah monsieur le maire, non, venez avec moi. Je suis venu avec moi, il dit professeur Dagbo, maître, écoutez, vous serez le 3e adjoint au maire. J'ai dit, ah bon? Et le préfet qui était là dit, ah mais c'est une proposition, professeur, vous ne pouvez pas dire non. Voilà comment je suis devenu 3e adjoint au maire. Donc je n'ai pas... ça n'a pas une démarche personnelle pour vous rapprocher du parti au pouvoir. Ça n'a pas été une démarche personnelle. Et puis bon, depuis que nous travaillons ensemble, bon, les choses se passent bien. Ça, je l'ai dit à plusieurs reprises. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais rompre les relations avec les RHDP à Yopougon. Tout se passe bien. Et comment ça se passe justement la gestion de la commune depuis que vous êtes aux affaires? Écoutez, moi, je suis... Est-ce que vous avez le temps, justement, de vous intéresser aux affaires communales? Oui, tous les vendredis, nous y sommes. Je célèbre les mariages tous les samedis. Donc, on fait quand même pas mal de choses. Je suis le président de la commission lutte contre la pauvreté à Yopougon. Je reçois nos administrés, nos électeurs. Voilà, on essaie de résoudre les problèmes comme on peut. Quand on ne peut pas les transports au maire, et puis bon, par la suite, la mairie décide. Donc ça se passe très bien pour l'instant. En tout cas, il y a eu beaucoup d'évolutions à Yopougon. Allez voir notre salle de mariage, c'est la plus belle salle de mariage de Côte d'Ivoire. Alors, le parti qui vous a évincé, le FPI, n'a que 2 députés aujourd'hui, à 6 mois de la présidentielle. De votre analyse, que reste-t-il du parti? Mais c'est ce que je disais. J'ai dit que quand il y a eu le conflit avec Laurent Gbagbo a dit à Afi, je lui laisse l'enveloppe vide. Mais Afi a déchiré l'enveloppe. Il ne reste plus rien. Il est là avec ses laudateurs, des gens qui le caressent dans le centre du poil. Parce que c'est un peu cela aussi, Afi N'Guessan, des gens qui le caressent dans le centre du poil. Bon, ils pensent qu'il sera élu président de la République. Bon, écoutez, c'est son droit, hein. Mais moi, en tant que politiste, avec 2 députés, 0 maire, 0 conseils régionaux, ce sera quand même difficile. La politique, ce n'est pas du qui perd gagne. Hein. Voilà, donc il est dans cette logique. Mais écoutez, moi, je le laisse dans sa logique. Le temps viendra où les militants prendront leurs responsabilités parce que pour nous, nous ne le reconnaissons pas comme président du FPI. Il est le président d'une fraction du FPI et nous sommes présidents d'une autre fraction du FPI. Et en temps opportun, peut-être qu'il y aurait un congrès unitaire pour nous mettre d'accord, mais pour l'instant, Afi n'est pas l'homme de la situation, ça il faut le dire, mais bon, je n'en dirai pas plus. Alors, si on doit interroger le politologue, le politiste que vous êtes, de votre analyse après la chute en 2011, aujourd'hui, que reste-t-il du socialisme en Côte d'Ivoire, de la gauche, de façon générale? Mais pas grand-chose. Pour la simple raison que ceux qui prétendaient être des socialistes ne l'étaient pas. C'était des populistes. C'est-à-dire que des gens qui avaient des discours enflammés, tout simplement pour contester le pouvoir du président Houphouët-Boigny. Voilà, donc ce n'étaient pas des socialistes, on l'a vu par la suite. Moi, j'ai dit que c'était des populistes, ils avaient tous les discours, voilà, mais ils n'avaient pas cette empathie du socialisme, cet esprit de solidarité des socialistes, la recherche du progrès, de la compétence, de la rigueur dans la gestion des affaires publiques. Non, c'était des populistes. Et comme tous les populistes, ils ont échoué. Il faut le dire tout simplement. Donc nous allons, en tout cas pour ce qui nous concerne, au niveau de la fraction du FPI que je vais incarner, nous voulons reconstruire le socialisme ivoirien sur d'autres bases, sur les valeurs de paix, les valeurs d'éthique, de la responsabilité, des valeurs de progrès, des valeurs de solidarité, des valeurs de respect de la parole donnée. Est-ce que vous ne représenterez pas, par exemple, une simple goutte d'eau dans la mer à 6 mois de la présidentielle? Non. Est-ce que vous pouvez faire, vous? Non, nous ne sommes plus... nous ne raisonnons pas en termes de la présidentielle. La présidentielle, c'est quelque chose de conjoncturel. On est d'accord. Voilà, donc pour nous, il faut préparer l'avenir. Donc vous n'avez pas d'objectif clair pour la présidentielle à venir? Non, pour la présidentielle, si nous voulons peut-être faire passer un message, nous déciderons dans notre fraction si nous avons un candidat ou pas. Dans le cas contraire, nous soutiendrons le candidat que nous pensons être le meilleur profil pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et pour nous, ce candidat sera le candidat du RHDP.
Justement, à 6 mois de la présidentielle, comment vous jugez de façon générale, vous, le politiste, la situation politique en Côte d'Ivoire? L'opposition ivoirienne n'est pas prête. Elle ne veut pas aller aux élections. C'est parce qu'elle dit. Si, c'est ce qu'elle... Non, mais c'est ce que dit son comportement. Je vais vous dire une chose. Ce sont les mêmes acteurs. 1990, c'était Gbagbo contre Houphouët. C'est le même discours qu'on entend, la même grammaire. La grammaire, c'est quoi? Boycott, non reconnaissant de celui qui organise les élections. C'est le combat, c'est la lutte, c'est la contestation, c'est la mobilisation, c'est mot d'ordre. Voilà le lexique politique en Côte d'Ivoire depuis 1990. 90, c'est le même discours qu'on a utilisé contre Houphouët. 95, c'est encore le même Gbagbo dans le Front républicain. Cette fois-ci, le RDR, contre Bédier. C'est le même discours. Mobilisation, boycott, on ne reconnaît pas celui qui organise les élections, etc. En 2000, Gbagbo contre Guéhi. C'est le même discours. Guéhi a volé. Lui-même dira que c'était une élection calamiteuse. Et puis, ça nous a conduit vers la crise post-électorale de 2011. C'est le même discours. Vous comprenez? Il faut changer la grammaire politique en Côte d'Ivoire. Il faut que les hommes politiques arrivent à parler de paix, d'unité nationale, de prospérité, de fraternité ivoirienne, de discipline dans le comportement. Voilà le nouveau vocabulaire. Il faut qu'on mette notre logiciel à jour pour qu'on puisse amener les Ivoiriens à se parler franchement. Les hommes politiques dont vous décriez l'action, le vocabulaire, la grammaire, comme vous venez de le dire, peuvent vous répondre en disant comment privilégier la paix quand des candidatures des leaders de ces principaux partis de l'opposition, leurs candidatures sont incertaines. Ils n'ont pas de plan B. On ne veut pas parler de plan B mais dans ce cas, ce ne sont pas des... Le PDCI a dit qu'il n'y aurait pas de plan B, ça veut dire que c'est pas des... Pareil pour le PPACI. Ça veut dire que ce n'est pas des démocrates. Voilà, tout simplement. Parce qu'en politique, il faut toujours prévoir toutes les stratégies. Mais la politique, c'est comme un match de football. Quand un joueur est défaillant, on le remplace. Pourquoi il n'y a pas de plan B? Pourquoi il n'y aurait pas de plan B? Pourquoi? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on veut nous faire croire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des hommes indispensables. Si vous rentrez dans la théorie des hommes indispensables, on ne construit pas la démocratie. La démocratie repose sur des principes d'humilité, des principes à partir desquels chaque homme en vaut un autre. Donc, dès lors qu'il y a des difficultés majeures, à 6 mois des élections, il faut automatiquement mettre en place un plan B. On l'a vu avec le Parti socialiste en France. Quand Dominique Strauss-Kahn a eu ses problèmes pendant les élections, à l'époque où François Hollande a été élu, mais c'était à quelques mois des élections. Dès que Strauss-Kahn a eu un problème, automatiquement, ils ont sorti François Hollande qui a gagné les élections. Donc, pourquoi ne pas le faire? Et puis mieux, pourquoi je ne... il faut se méfier des hommes indispensables. Et je pense que... Parce que ce sont des mortels. Voilà, ce sont des mortels, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de plan B. Si un parti politique n'a pas de plan B, c'est que ce n'est pas un parti politique, c'est un club de soutien. Alors, la justice ivoirienne, suite à une décision, a demandé la radiation du président du PDCI-RDA. C'est l'actualité du moment, vous le savez, vous connaissez bien le dossier, parce que vous étiez l'avocat d'une partie qui demandait justement cette radiation. D'abord, avant d'aller sur le fond du sujet, pourquoi vous avez décidé de vous retirer de ces plaignants? Parce que je n'étais pas à l'initiative de cette assignation. Ça a été le fait d'un de mes jeunes stagiaires, voilà, qui lui-même n'avait pas compris le sujet, parce que lui, quand il a vu Cheikh Tidiane Thiam, il n'a pas fait le lien avec l'homme Tidiane Thiam qu'on avait l'habitude de dire. En tout cas, c'est ce qu'il m'a donné comme explication. Mais je lui ai dit qu'un stagiaire ne prend pas ce genre d'initiative sans s'en référer à son maître de stage. Donc, nous avons décidé de nous déporter, tout simplement pour convenance personnelle. Pour convenance personnelle, en ce sens que moi, ça fait 20 ans que j'interpelle les Ivoiriens sur les 2 problèmes. Il y a les problèmes de nationalité et les problèmes de terre. Ce sont les 2 questions qui envoient les guerres civiles dans les États. Et j'ai toujours dit dans tous mes cours qu'il faut que les Ivoiriens fassent très attention. Les problèmes de terre et les problèmes de nationalité mal gérés conduisent à la guerre civile. Donc, je ne me suis jamais mêlé au débat sur la nationalité. Et puis, de toutes les façons, pour moi, c'est un faux débat. Un Africain envoie un autre. Et je l'ai dit à d'autres occasions, si un Camerounais, un Gabonais, un Chinois, etc., à sa candidature validée par la commission électorale, mais il dirigera la Côte d'Ivoire. Nous voulons avancer, peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris. Alors, concernant le cas Tidiane Thiam, revenons justement à cette décision qui a été prise par le tribunal de première instance.
qui a décidé de sa radiation sur les listes électorales. Vous, l'homme de droit, ça suscite un débat en Côte d'Ivoire qui a remis au goût du jour les questions de nationalité. Quelle analyse l'homme de droit fait de la situation du président du PDCI-RDA? Mais je n'ai fait aucune analyse. Je n'ai pas à commenter les décisions de justice. Moi, parce que son parti lui-même a dit que c'est une décision injuste et inacceptable. Monsieur, on est en Côte d'Ivoire, le PDCI a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 30 ans. Est-ce que c'est la première fois? Ici, en Côte d'Ivoire, en 1990, il y a un magistrat qui a dit « Tchoko Tchoko, Oufoué gagnera ». Oufoué était le candidat du PDCI. Est-ce qu'ils ont dit... Parce que ceux qui parlent aujourd'hui, ils étaient vivants à cette époque. Ils n'ont jamais rien dit. On a vu au tribunal d'Abidjan des magistrats accusés de suspicion légitime. C'était sous le PDCI? Non. Moi, ce que je retiens, la Côte d'Ivoire est le meilleur magistrat d'Afrique de l'Ouest. Nos magistrats ont une très belle formation et ce sont des hommes et des femmes compétents. Il faut les soutenir dans le travail qu'ils font. Ce n'est pas évident. Non seulement ils subissent la pression, comme on l'a dit, des pouvoirs politiques, mais ils subissent aussi la pression de la population. Imaginez-vous, en Côte d'Ivoire, chaque fois que quelqu'un a un problème au tribunal, il cherchera toujours à avoir un parent qui connaît le juge. Les gens vivent des pressions. Donc, il ne faut pas simplement parler des pressions des hommes politiques. Il y a des pressions aussi de la population. Donc, si on veut une indépendance de la justice, c'est à nous de soutenir la justice, de soutenir le travail que nous faisons. Et c'est maladroit de voir des hommes politiques interpréter les décisions de justice. En droit, quand vous n'êtes pas d'accord avec une décision, vous avez une possibilité de contester la décision, qu'ils utilisent ces mécanismes. Mais ce qui est choquant dans l'affaire Tidjane Thiam, ce n'est pas tellement la décision, c'est de voir des députés avec leur écharpe au palais de justice. Mais où mettre la séparation des pouvoirs? Ils sont députés, ils n'ont qu'à rester à l'Assemblée nationale et laisser les avocats faire leur travail au tribunal. Mais c'est eux-mêmes qui viennent mettre la pression sur le tribunal en arborant leur écharpe au palais de justice. C'est inacceptable. Moi, je pense qu'il faut respecter les institutions. Nos magistrats sont des magistrats de qualité, il faut les soutenir. Moi, j'ai perdu mon procès contre Afi Nguessan. Est-ce que le ciel est tombé sur la Côte d'Ivoire? Ou bien il y a des hommes en Côte d'Ivoire qui ne doivent pas perdre de procès? Voilà, il faut quand même qu'on s'interroge. Moi, je pense que le PDCI a suffisamment d'avocats pour défendre le cas Tidjane Thiam. Ils ont suffisamment d'avocats qui connaissent toutes les procédures, tous les mécanismes de droit. Et justement, les avocats estiment que Tidjane Thiam est né français, donc il n'est pas frappé par l'article 48. Si vous ne commentez pas la décision de justice, comment vous commentez écoutez, moi, je suis pratiquement de la même promotion que Tidjane Thiam. Je crois qu'on a eu le bac dans les années 80. Il a eu ici, tout le monde l'a vu comme un Ivoirien. Parce qu'une chose est d'être Ivoirien, une autre est d'être éligible. Comprenez, Henry Kissinger était bien américain, mais il ne pouvait pas être président des États-Unis parce qu'il n'est pas né sur le sol américain. Donc chaque pays a toujours des règles, mais il ne faut pas jeter la pierre à une institution comme la justice. En tout cas, pour moi, la justice est le pilier des sociétés modernes. La justice est le pilier de la démocratie. Si vous discréditez la justice, finalement, vous rentrez dans une société barbare et sauvage. Alors certains disent, Laurent Gbagbo, incertain pour cette présidentielle, Tidjane Thiam même sort désormais, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, ça fait beaucoup. Est-ce que finalement il ne faut pas ouvrir un dialogue politique? C'est le mot en tout cas de l'opposition mené par Laurent Gbagbo ou Tidjane Thiam. En face, le gouvernement estime que nous sommes dans un pays de droit où les institutions fonctionnent. Vous, comment vous analysez cette situation? Parce que visiblement, on est en train d'aller vers une sorte de blocage avant cette présidentielle. Oh, je ne crois pas. Je pense qu'il faut laisser le droit. Vous savez, quand vous sortez du droit pour faire des arrangements politiques, vous rentrez dans l'incertitude. C'est à eux de régler leurs problèmes. Je vous dis, il faut sortir de la théorie des hommes indispensables. S'ils ne sont pas éligibles, mais qu'ils mettent en place leur plan B. S'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Quand ils disent par exemple qu'ils prévoient de faire des manifestations de rue pour mettre la pression sur le gouvernement, vous ne craignez pas que cela puisse aboutir à des tensions dans le pays? Oui, mais quand on se souvient encore de 2010, il y a vous connaissez une société sans tension? On est là, hein? On a tout vu là. Depuis 1990, chaque fois qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire, il y a des tensions. Donc ce n'est pas nouveau. Il appartient au gouvernement de gérer ces tensions. C'est pas nouveau, mais on aimerait ne plus avoir de tensions, évidemment. Mais pourquoi? Il y aura toujours des tensions.
Ça fait partie de la nature humaine. Il appartient à la gouvernance de gérer ces tensions, tout simplement. Parce que, quoi qu'on dise, il ne faut pas jouer à se faire peur. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce pays? Je vous dis qu'en 1990, c'était Gbagbo contre Oufoué. Les mêmes manifestations ont eu lieu, les mêmes emprisonnements ont eu lieu. Il y a eu des Ivoiriens qui sont morts en 1990. En 1995, il y a eu le boycott actif. C'est les mêmes manifestations, les mêmes emprisonnements, etc. En 2000, même sous Guéhi, ça a été la même chose. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu dans ce pays pour qu'on ait peur de gens qu'on connaît, et on sait ce qu'ils ont fait dans ce pays aussi. Donc, c'est une question de gouvernance. Moi, je pense que les manifestations font partie du jeu démocratique. Si les gens respectent les formes d'organisation des manifestations démocratiques, il n'y a pas de raison qu'il y ait des tensions dans le pays. Mais il faut aller au-delà. Voilà, il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que les gens comprennent que le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Et il ne faut pas qu'ils lient leurs problèmes personnels à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. L'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est le progrès social, c'est le développement économique et social. C'est la tranquillité des populations à vaquer à leurs occupations. Moi, c'est de cette manière que je vois les choses. Mais lier les choses. Mais si Soro peut pas être candidat, mais que GPS mette quelqu'un qui pourrait être candidat pour les rater, c'est ce que les Sénégalais ont fait. C'est pareil pour Tidiane Thiam. Là, je parle en tant que politique. Pourquoi est-ce que nos partis politiques n'ont pas de plan B? Pourquoi? Parce qu'on soupçonne le parti au pouvoir d'instrumentaliser la justice. On a toujours... Mais écoutez, qui a instrumentalisé la justice en Côte d'Ivoire? Le premier, c'est le PDCI. Ils l'ont fait pendant 33 ans. On connaît les faux complots d'Houphouët-Boigny, 1963. Les gens étaient en prison. Mais vous avez oublié ça. Est-ce que c'est nouveau? Le PDCI n'a pas de leçon à donner sur l'instrumentalisation de la justice. Mais on pourrait vous répondre, c'est pas parce que le PDCI l'a fait que les autres doivent le faire. Pardon? Non, c'est pas parce que le PDCI a fait que les autres doivent le faire, mais le PDCI n'a pas de leçon à donner aux autres. D'accord, très bien. Voilà. Est-ce que, selon vous, une union de l'opposition autour d'une seule candidature pour cette présidentielle est envisageable? Avec ces querelles de personnes que vous avez là, vous imaginez Gbagbo, directeur de campagne de Thiam, ou directeur de campagne d'Afi-Nguessan. Écoutez, si vous arrivez à le faire, passez me voir à la maison, on va sabrer le champagne ensemble. Bon, moi, je ne consomme pas de champagne, mais on verra bien. Alors, puis du cas Guillaume Soro, vous avez été l'un des avocats membres du collectif d'avocats de Guillaume Soro. Comment vous analysez son cas et pourquoi vous avez quitté justement le collectif de ces avocats? Secret professionnel, sans commentaire. Très bien, parfait. Alors, au niveau du RHDP, tous les hauts cadres du parti appellent le président Alassane Ouattara à rempiler. Il ne s'est pas encore prononcé. On annonce, ce n'est pas encore très officiel, mais pour l'instant, c'est ce qui est dans tous les esprits. On annonce pour juin le congrès du parti au pouvoir. Selon vous, le président Ouattara devrait-il se présenter, eu égard aux enjeux du moment? Ça, c'est une affaire du RHDP. Je vous ai toujours dit, sortons de la théorie des hommes indispensables. D'accord? Donc, le président Ouattara peut se présenter comme ne pas se présenter. Vous comprenez? Donc, ceux qui pensent qu'il doit se présenter, il doit rempiler pour poursuivre ce qu'il est en train de faire, ce discours n'est pas nouveau. Depuis les indépendants, nous, on était encore à l'école primaire. Chaque année, les populations venaient à la présidence pour dire non, il faut qu'il se présente encore à nouveau. Donc, ce discours est connu en Afrique, où il y a toujours une frange d'électeurs, une frange de la population, une frange de partisans qui demandent toujours au président en exercice de rempiler. D'accord? Bon. Si nous voulons construire la modernité, c'est à nous de réfléchir. Mais je ne peux pas décider à la place du RHDP. En tout cas, constitutionnellement, il a le droit de se présenter. Maintenant, ce sera le choix du RHDP. Mais je pense que le RHDP a suffisamment de cadres si jamais il voulait présenter un candidat autre que le président. Le président a parlé d'une demi-douzaine. Vous connaissez, vous pouvez nous citer des noms de cette demi-douzaine qui pourrait remplacer le président Ouattara? Je parlerai de gens que je connais. Fidel Sarasoro, par exemple. Je pense qu'il peut être un bon candidat. Le vice-président, l'ancien gouverneur de la BCAO, je pense qu'il peut être un bon candidat. Mon maire, pourquoi pas, puisque je travaille avec lui, je le connais quand même mieux, Adama Victogo. Voilà, ils ont suffisamment... Patrick Hachi, pourquoi pas, hein, le Premier ministre Mambé, pourquoi pas. C'est-à-dire que, ce que je veux dire en citant tous ces noms, il faut que les Ivoiriens intègrent dans leur esprit
que la Côte d'Ivoire a suffisamment de cadres pour gérer ce pays. Maintenant, c'est une question de discipline, c'est une question de rigueur. Il faut sortir des premiers de la classe. Parce que le problème du Diantium, c'est un peu ça. C'est le premier de la classe. Donc, dès qu'il a eu un problème d'éligibilité, hop, il crie au loup. Non, non, non. La politique, il faut être prêt à prendre des coups. Et il faut savoir se préparer. Vous comprenez? Et je pense que c'est à lui de jouer. C'est un polytechnicien, donc c'est à lui de jouer. Vous êtes un homme de gauche, vous êtes un socialiste assumé, je l'ai dit. Oui. Aujourd'hui, vous êtes proche d'un parti de droite, Oui. le RHDP. Comment vous jugez la gouvernance de ce parti? D'abord, c'est vrai, je suis socialiste assumé. Je suis un partisan de l'économie libérale, mais une économie de marché au service des populations. Voilà pourquoi j'appelle les Ivoiriens à la paix et à la sérénité. Le RHDP, sous Alassane Ouattara, c'est 7% de croissance économique. C'est un acquis. Il faut préserver cet acquis. Et pour préserver cet acquis, il faut la paix. Le désordre nous fera reculer. Donc pour moi, c'est déjà quelque chose de positif. Bon, on ne parlera pas des infrastructures. Tout est là. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et le beaucoup à faire, par exemple, dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, selon les dernières statistiques, c'est un médecin pour 1000 patients. Il faut l'améliorer. En Côte d'Ivoire, on n'atteint même pas un médecin pour 1000 patients. Il y a beaucoup de choses à faire. Et nous sommes des États fragiles, vous comprenez? Donc pour moi, le bilan du président Alassane Ouattara est un bilan positif qui pèse en faveur du RHDP. Donc qu'il soit lui-même candidat ou qu'un autre soit candidat potentiel du RHDP après lui, il y a ce bilan que l'opposition devra attaquer. Mais le bilan, il est là. Il est positif et il appartiendra aux Ivoiriens de juger, tout simplement. Au cours de la campagne à venir pour la présidentielle, l'un des sujets clairement au centre du débat, c'est bien sûr la question de la dette. Oui. Vous, l'économiste, quelle analyse faites-vous sur cette dette qui est tant commentée, diversement, abondamment commentée, selon qu'on soit du parti au pouvoir ou de l'opposition? Il n'y a pas... C'est rare de trouver un pays qui ne soit pas endetté. La dette fait partie des choses courantes des économies modernes. Vous comprenez? Donc c'est un mauvais procès. Moi, je pense que la dette ivoirienne est soutenable. Voilà, selon les statistiques, selon les chiffres qu'on a, elle représente près de 58 à 68% du produit intérieur brut. C'est une dette. Un seuil de 70% voilà. Dans la zone UEMOA. Oui, donc c'est une dette supportable. Et puis cette dette n'a pas été jetée par la fenêtre. Cette dette a été utilisée pour développer les infrastructures que nous connaissons. Aujourd'hui, on a pratiquement une université dans toutes les régions. Mais c'est des acquis. Donc, il faut améliorer ces acquis. C'est-à-dire que même quand on est opposant, il ne faut pas renier les acquis. Au contraire, moi, si je devais m'opposer au président Alassane Ouattara, je dirais, oui, monsieur le président, vous avez très bien travaillé. Vous avez développé des infrastructures, mais nous pensons qu'on peut travailler aujourd'hui sur d'autres valeurs, et c'est ce que je vais proposer aux Ivoiriens. En 9 points, par exemple, le domaine de la santé. Moi, j'aurais souhaité que nos hôpitaux aient un plateau médical de telle sorte que les Ivoiriens n'aient plus à aller se faire soigner en Europe, par exemple. J'aurais proposé dans mon programme, par exemple, qu'il y aura Internet gratuit pour tous les étudiants ou un ordinateur pour tous les étudiants. Il y a tellement de chantiers sur lesquels l'opposition peut travailler pour présenter un projet de société viable aux populations contre le parti au pouvoir que de rester dans la logique de cette grand-mère qui dit toujours on est toujours au combat. Non, la lutte continue. Mais vous combattez quoi? Vous luttez contre qui? Vous allez lancer des mots d'ordre, pourquoi? Ça n'a pas de sens. Parlons paix, parlons fraternité, parlons union des Ivoiriens, parlons progrès social, parlons progrès économique. C'est là que on nous attend. Moi, franchement, c'est dans ce discours que je veux m'inscrire et c'est dans ce discours que j'aimerais que le parti au pouvoir désormais inscrive l'action politique en Côte d'Ivoire. Vous êtes par ailleurs écrivain, vous préparez un livre sur le libéralisme économique. Pourquoi cet intérêt? Quels sont les bénéfices? Quels pourraient être les bénéfices pour l'Afrique? Je suis professeur d'économie politique. Voilà, je travaille un peu sur tout ce qui concerne les marchés africains, la zone de libre-échange qu'on vient de mettre en place. Donc on essaie d'interroger le marché africain pour voir s'il est plus ouvert ou pas, s'il est profitable aux Africains ou pas.
enfin, on essaie de créer cette dynamique à travers nos écrits pour orienter les décideurs, les hommes d'affaires, les hommes politiques dans la construction d'un marché africain solide. Quelles sont vos observations sur la situation sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest? Une Afrique de l'Ouest en proie ces dernières années à beaucoup de problèmes d'ordre sécuritaire, notamment le terrorisme qui a gagné du terrain dans les pays voisins de la Côte d'Ivoire. Dans ce contexte-là, vous, l'Ivoirien, politologue, avocat, tout ce que vous voulez, quelle est l'analyse que vous faites? Écoutez, je l'ai développé dans mes 2 derniers ouvrages. Africa in Global Politics, c'est-à-dire l'Afrique dans la géopolitique mondiale, et les BRICS, et la construction d'un monde multipolaire où je pose tous ces problèmes de sécurité dans le Sahel. Voilà. Écoutez, notre continent et notre sous-région est très fragile. Au plan sécuritaire, nous devons faire très attention. Voilà la raison pour laquelle j'interpelle les Ivoiriens pour leur dire attention. Nous sommes dans un environnement fragile. Il faut faire attention. Il nous faut préserver les acquis. Parce que quoi qu'on dise, quand ça ne va pas au Mali, au Burkina, au Niger, mais nous sommes obligés d'accueillir, comment on dirait, les réfugiés au nom de la solidarité africaine. Donc, moi, je ne sais pas, comme les questions de défense sont des questions secrètes qui relèvent du domaine réservé du président de la République. Mais ce que je constate, il n'y a pas assez de solidarité entre les pays africains pour juguler la question du Sahel, du terrorisme dans le Sahel. Par exemple, c'est ce qui a posé problème au niveau de la CEDEAO. C'est-à-dire qu'on a une force qu'on appelle l'ECOMOG, mais on n'a jamais déployé une force de l'ECOMOG. Elle n'a pas été mise en œuvre. Pour aider le Mali, le Burkina, le Niger à juguler la question du terrorisme. Et en même temps, les conflits étant, du moins les antagonismes politiques étant aujourd'hui à un tel niveau, que finalement la coopération sécuritaire est difficile entre la Côte d'Ivoire et les pays nos voisins de l'AES. Voilà. Professeur, vous allez à présent répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. La question des internautes. La première question, avec le concours de la réalisation, nous vient de Jean-Christophe Aka qui dit « Quels sont les grands axes de votre politique de lutte contre la pauvreté à Yopougon ?» D'abord, oui, mais ça c'est une très très bonne question. D'abord, nous avons, dans un premier temps, avec le maire Adama Bictogo, nous avons lancé un projet de développement du petit commerce. Par exemple, on s'est adressé aux femmes dans un premier temps. C'est un projet qui concerne 10 000 femmes, mais nous l'avons lancé sur 1 000 femmes en octroyant des subventions de 200 000 francs CFA pour aider les dames commerçantes à améliorer ce qu'elles ont. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous avons beaucoup d'activités de formation des jeunes à la recherche d'un emploi. Nous avons mis en place le permis gratuit pour les jeunes filles et les jeunes hommes qui veulent avoir un permis de conduire, quitte à se lancer dans le transport. Et puis, le conseil municipal de Yopougon, aujourd'hui, a lancé de vastes chantiers de création de marchés modernes à Yopougon pour pouvoir aider les jeunes, les femmes, les hommes, les vieux, etc., à sortir de l'informel pour rentrer dans le formel. Donc, il y a pas mal d'activités de ce type qui se font et nous avons mis en place un centre d'écoute à la mairie qui nous permettent d'écouter les personnes en détresse et de leur apporter l'aide que nous pouvons leur apporter. Très bien. Prochaine question d'internaute. Alors, Tapé Rodrigue, est-ce que vous n'êtes pas uniquement guidé par vos intérêts plutôt que des idées? Bon, je ne comprends. J'imagine peut-être dans vos choix politiques. Hein, je ne comprends pas bien sa question, mes intérêts ou mes idées. Bon, de toute façon, tout est intérêt dans la vie. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer. Moi, je suis un universitaire, je suis avocat. Bon, moi, je ne défends pas les gens gratuitement hein, dans mon cabinet d'avocat. Vous n'avez pas fait vœu de pauvreté? Non. Donc, voilà, ce n'est pas parce que je suis socialiste que... Mais, en même temps, je suis attaché à des valeurs. Par exemple, j'ai fait la pastorale dans mon église, la pastorale des prisonniers. Donc, il m'arrive de défendre des gens, comme on le dit chez nous, pro bono, c'est-à-dire qui ne payent rien. Gratuitement, ça, je le fais. D'accord, mais je ne suis pas
Je suis d'abord un homme d'idées. Peut-être que je suis un rêveur, mais c'est ma formation. J'ai fait quand même un Master 2 en philosophie politique. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, je vis l'idéal, mais en même temps, j'aime être un homme de terrain. Voilà pourquoi chaque fois que par exemple, quand j'écris sur la diplomatie africaine, je dis la diplomatie africaine, théorie et pratique. J'ai enseigné le droit et j'ai fait le droit en tant qu'avocat. C'est un peu cela ma démarche, dans la théorie et dans la pratique. Voilà. Donc, mes intérêts sont les intérêts de la Côte d'Ivoire. Je veux que la Côte d'Ivoire soit une société prospère, une société unie, plus solidaire, et une société où les Ivoiriens vivent dans une tranquillité d'esprit. Très bien. Prochaine question. La prochaine question de Clarisse Etienne nous dit, pour vous, qui est le meilleur cheval pour la présidentielle prochaine? En l'état actuel des choses, mais ne faisons pas de la politique, ce n'est pas la fiction. Non, ce n'est pas de la fiction. Ben, ce serait moi. Ce serait vous? Oui. Bah, vous n'avez pas encore annoncé que vous seriez candidat. Oui, mais bon, parce que... on attend de voir, les candidatures ne sont pas encore ouvertes. Voilà, ce n'est pas encore ouvert. Donc, vous êtes assuré d'être sur la liste électorale au moins? Oui, au moins, ça, c'est sûr. C'est déjà ça. Prochaine question. La prochaine question d'internaute, Kwasi Aka, avez-vous un problème personnel avec le président Laurent Gbagbo? Non. Pas de problème personnel. Ce que j'ai appelé... Parce que vous vous êtes livré dernièrement à une levée de bois vert contre le président Gbagbo. Non, non, ce n'est pas une levée de bois vert. C'est un point de vue. Je n'ai rien contre le président Gbagbo. Mais comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, moi j'aime le respect de la parole donnée. Le président Gbagbo, il a dit que quand on a 75 ans, on ne peut plus diriger un pays. Parce qu'on a un âge qui ne vous permet plus de maîtriser les choses. Il a 80 ans aujourd'hui. C'est ce que je dénonce. Il fait quoi dans l'arène politique? Ça, c'est un. Donc, je le dis. Deux, dans mon dernier livre, Aristote, La politique et l'exercice du pouvoir en Afrique, la démocratie repose sur des vertus et des valeurs morales. La manière dont il a chassé Simone, là, il peut être un modèle pour les jeunes. Ou bien en Côte d'Ivoire, ça ne compte pas. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de valeurs. Pour moi, là, ce sont des valeurs. À partir de ce... Quand je mets l'un dans l'autre, pour moi, il n'est pas le bon cheval. Ça peut déranger certaines personnes, mais c'est ce que je crois. Et je ne changerai pas d'avis là-dessus. La politique doit reposer sur des valeurs éthiques, des valeurs morales, pour que les générations futures apprennent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans un pays. Tu ne peux pas dire qu'à 75 ans, on ne peut pas diriger un pays. Aujourd'hui, tu en as 80, mais tu veux diriger toujours. Vous voulez qu'on fasse... Donc la politique, c'est du mensonge alors. Mais c'est ce qui amène les jeunes à se désintéresser de la politique. Et ça, je ne suis pas d'accord. Donc je n'ai rien contre le président Gbagbo, mais je défends les principes, mes principes et les principes qui ont fait que je marchais avec lui. Voilà. Très bien. C'est aussi simple que ça. Dernière question d'internaute. Cette fois-ci, c'est Kamelan Yao. Vous êtes partisan de l'économie libérale. Que faisiez-vous donc au FPI, parti de gauche? Non, mais le socialisme n'est pas antinomique du libéralisme. Ce n'est pas vrai. L'économie de marché, il faut y ajouter un peu d'éthique pour qu'il n'y ait pas trop... Il ne faut pas laisser les gens sur les carreaux. Sinon, je suis un défenseur de l'économie libérale. Ça, tous mes étudiants me connaissent là-dessus. Hein, tous mes travaux, etc., c'est sur le libéralisme économique. Mais en même temps, il faut intégrer... la politique, ce n'est pas une entreprise. Voilà, la politique, c'est une société beaucoup plus complexe. Donc, il faut intégrer toutes les personnes concernées dans la cité pour qu'elles puissent tirer leur épingle du jeu. Les paramètres sont larges, effectivement. Professeur, au terme de cette émission, quel est votre vœu pour la présidentielle à venir? Mon vœu le plus cher est que cette présidentielle se déroule dans la paix, dans la tranquillité. Et si les Ivoiriens devaient choisir quelqu'un, qu'ils choisissent quelqu'un qui a le sens des valeurs. Quelqu'un qui peut faire entrer la Côte d'Ivoire de plein pied dans le XXIe siècle. Ce quelqu'un peut être encore le président Alassane Ouattara parce qu'il a un bilan positif. Et comme je l'ai dit dans d'autres émissions, ce n'est pas un président paresseux. C'est quelqu'un qui travaille. Et si les générations peuvent s'inspirer de son bilan, quelle que soit sa succession, c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera.
Mais je souhaite vraiment, vu le plus cher, que ces élections se passent dans la paix et que sortent de la logique des hommes indispensables. Considérons-nous comme des mortels, mais considérons-nous tous comme des Ivoiriens qui inscrivent dans leur pensée quotidienne les 3 principes de notre devise, union, discipline, travail. Professeur Dagbo Godé, Pierre, avez-vous le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? C'est à vous de juger. Les téléspectateurs et les internautes jugeront. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de Sans Réserve. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Rendez-vous jeudi prochain. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.